Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles chaque jour à 13h sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous ferons comme tous les lundis un point sur l'immobilier dans Patrimoine thématique. Nous aborderons notamment le sujet des délais entre l'acceptation de l'offre et la signature de la promesse de vente. Des délais qui peuvent être parfois longs à cause de la nécessité de devoir récupérer toutes les pièces pour le notaire avant de pouvoir signer effectivement le document. Une situation que nous évoquerons avec Arthur Cassagno, un cofondateur de Promeseo, un service tout jeune qui propose de raccourcir au maximum ces délais. Et puis dans Enjeux Patrimoine, nous reviendrons sur un thème largement évoqué actuellement par les professionnels de la finance, à tel point que cela semble être devenu une généralité de l'avancée, même si les investisseurs ont du mal à accepter cette nouvelle réalité de leur côté. Nous parlons bien sûr des fonds en euros. Sont-ils promis à une mort certaine face au très faible niveau de rémunération? Nous en parlerons avec Jérôme Jabot, associé chez CGFI Capital, et Éric Bertrand, directeur des gestions chez OFIAM. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et on commence donc comme d'habitude avec Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les lundis à la thématique immobilière. Et aujourd'hui, on va notamment évoquer les délais entre l'acceptation de l'offre lorsque l'on achète un bien et la signature effective de la promesse de vente, signature qui se fait chez le notaire. Des délais qui peuvent être parfois longs, on le disait en introduction, à cause des pièces à récupérer avant la signature effective de l'offre. Et il y a des solutions qui existent pour raccourcir ces délais. On en parle avec Arthur Cassagno, cofondateur de Promeseo. Bonjour Arthur Cassagno. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Merci de venir nous expliquer un petit peu cette réalité. Quand vous avez constaté, vous, c'est pour ça ensuite que vous avez créé Promeseo, dont on parlera dans un instant, qui permet de réduire ces délais. Vous nous expliquerez comment. Mais vous avez constaté que ces délais sont relativement longs entre le moment où on fait une offre sur un appartement, cette offre est acceptée. Donc déjà, il s'est passé quelques mois avant de trouver le bien, faire en sorte qu'il y ait les différents échanges. Et ensuite, à partir du moment où on dit OK, on est d'accord pour réaliser la transaction, en fait, c'est que le début d'un nouveau long cheminement pour l'acquéreur comme pour le vendeur. Absolument, et c'est justement, on est parti de ce constat avec Promeseo, de vouloir réduire le délai de vente, et on le fait de manière assez simple. Alors moi, historiquement, je viens du monde du web immobilier. D'accord. J'ai créé Néo-Notario, qui est une plateforme, en 2017, j'ai créé Néo-Notario, qui est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne pour les notaires. Et tous nos clients, les notaires, majoritairement nous ont fait part du fait qu'il fallait faire quelque chose pour pouvoir réduire ces délais et avoir les informations pour pouvoir rapidement avoir les informations de... D'accord, donc c'est un constat qui vient de la profession notariale à la base, que les délais sont trop longs et qu'on a du mal à récupérer les documents. Pour eux, c'est une réponse à leurs clients, d'abord. D'accord. Ils voulaient aller le plus vite possible et du coup, on a créé Promeseo. Promeseo qui est un outil au service du notaire qui n'a absolument pas pour but de se substituer au notaire et qui permet de réduire drastiquement les délais de vente. Tout simplement, nous, ce qu'on fait, vous vous inscrivez sur Promeseo, vous répondez à un certain nombre de questions et notamment, est-ce que il y a eu le bien a fait l'objet de travaux ces dernières années. Est-ce que le bien est vendu loué? Est-ce que et donc vous répondez à toutes ces questions et on vous donne la liste des pièces qu'il y a à fournir pour accélérer la rédaction de l'acte. Alors, on va revenir sur la solution. Juste avant, les délais de entre l'acceptation de l'offre et la signature de la promesse de vente, aujourd'hui, c'est estimé à combien de temps ? Alors aujourd'hui, en général, c'est estimé à un petit peu plus de... ça dépend entre 15 jours et un mois, ça dépend de la réactivité de l'office. Et en fait... Et alors, qu'est-ce qui se passe concrètement entre ces 15 jours et ces un mois aujourd'hui, actuellement? On ne parle pas de la solution, là, on parle de la réalité. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, vous, Nicolas, vous souhaitez vendre votre appartement, vous êtes à Paris, vous vendez votre appartement le samedi, vous trouvez un acquéreur, vous appelez votre... Déjà, je suis chanceux, je l'ai trouvé en une journée, mais mettons. Admettons, vous trouvez votre acquéreur, vous appelez le notaire le lundi, il a beaucoup de travail, il vous rappelle le mardi. Ensuite, ses collaborateurs vous envoient la liste des pièces à fournir le mercredi. Vous avez énormément de travail le jeudi,
le vendredi, vous n'avez pas le temps. Déjà, on a déjà perdu une semaine. Bien sûr. Ouais. Donc le samedi, je me mets dessus. Voilà, le Encore samedi, faut-il que j'ai toutes les pièces chez moi. Logiquement, vous avez quand même majoritairement toutes les pièces. Il s'agit même de votre carte d'identité, de préparer la vente. Déjà, avec assez peu d'éléments, le notaire peut préparer la vente assez rapidement. Et en fait, on répond aussi. Donc, il y a 3 catégories d'utilisateurs sur Promeseo. Les premiers, c'est les particuliers, les agences immobilières et ensuite les notaires. Les particuliers, en fait, eux peuvent, comme je vous l'ai dit, directement aller sur Promeseo et remplir tous les documents dont le notaire a besoin pour la signature de l'acte. D'accord. Les agences immobilières peuvent faire la même chose pour le compte de leurs propres clients. D'accord, donc toujours en tant que du côté du vendeur, là, cette fois-ci. Exactement. Et pour le notaire, en fait, c'est un vrai enjeu, puisque lui, par exemple, dans le cadre de sa relation avec l'agence immobilière, il reçoit des mails juste avec un nom, un prénom. Il n'a aucun élément. Il reçoit dans un deuxième mail une deuxième partie des éléments. Bref, pour lui, c'est... D'accord, donc là, en fait, l'idée, c'est d'aller centraliser en fait tous ces éléments. J'allais y venir. Ouais. Promeseo, c'est une plateforme d'échange entre le notaire et le particulier ou l'agence immobilière, et surtout une plateforme de centralisation pour le notaire. Et lui, c'est un vrai avantage pour lui parce qu'il retrouve tout sur Promeseo. Et alors, du coup, la question qu'on se pose, c'est que là, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des agents immobiliers, il y a des notaires, il y a le vendeur ou l'acheteur. Cette plateforme, elle est à destination de qui ? Des notaires, comme vous nous l'avez dit au début, et ensuite, c'est le notaire qui la pousse vis-à-vis de ses clients ou vis-à-vis du vendeur ? Le notaire, c'est nos clients. D'accord. Donc le notaire sont nos clients. Donc c'est lui qui va être actif et c'est lui qui va être actif en envoyant le lien de Promeseo à ses clients, mais les clients peuvent trouver Promeseo par ailleurs. D'accord. Notamment sur le web, en tapant Promeseo ou en cherchant des notaires, ils peuvent tomber sur promeseo.com et vouloir signer leur promesse plus rapidement. Et en fait, tout simplement, ce qu'on fait, c'est qu'on permet de centraliser l'information et d'échanger beaucoup mieux avec le notaire. D'accord. Et en fait, ce que j'imagine aussi, c'est que potentiellement, ça veut dire qu'on peut commencer à préparer sa vente avant même d'avoir trouvé l'acquéreur. Précisément. C'est-à-dire qu'on peut mettre les éléments sur la plateforme. Et c'est-à-dire que le notaire, par contre, il faut forcément qu'il soit dans le giron de Promeseo pour utiliser Promeseo. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait souscrit à Promeseo ou autre avant de pouvoir l'utiliser. Alors aujourd'hui, on a un peu plus de 150 notaires qui utilisent Promeseo. Et donc on est présent sur la majorité de la France. Si vous souhaitez signer dans n'importe quelle grande ville de France, on a des notaires. Et oui, il faut qu'ils soient clients de Promeseo pour le proposer, tout simplement parce que les notaires qui ne sont pas clients ne nous connaissent pas forcément, ou ne souhaitent pas passer tout simplement par notre plateforme. Donc il faut être client de Promeseo pour pouvoir... Et ça implique du coup d'avoir déjà en tête le notaire par qui on passera et quand on se met à faire la vente effective pour du coup potentiellement, si on veut réduire les délais de vente, uploader les éléments en amont de la vente, enfin de la signature de la promesse de vente. Exactement. Et en plus, on vous guide, comme je vous le disais, avec des questions. On vous guide, on vous donne les éléments en fonction des questions auxquelles vous avez répondu. Parce que pour bien comprendre, en fonction si on a fait des travaux, si on n'a pas fait de travaux, si j'imagine il y a des questions sur le DPE ou autre, les éléments à fournir vont pas être les mêmes ? Il y a un gros changement quand vous êtes en copropriété. Il y a énormément d'éléments à fournir pour le notaire quand vous êtes en copropriété. Il y a aussi beaucoup plus d'éléments quand vous avez fait des travaux les 10 dernières années. D'accord. Et donc là, majoritairement, la copropriété change énormément le nombre d'éléments à donner, notamment un élément qui s'appelle le pré-état daté, qui est à demander au syndic de copropriété. Et nous, là, on essaie vraiment de faciliter l'accès à ce document auprès du syndic. Alors Promeseo, c'est une chose pour la promesse de vente, mais bientôt on va ouvrir ça à d'autres types d'actes. D'accord. Dans pas longtemps, aux successions, aux donations, au contrat de mariage, pour faciliter, encore une fois, et centraliser les informations et la récolte des pièces. Et ensuite la centralisation des pièces et qu'on pourrait retrouver directement sur Promeseo. On a parlé des délais actuels, vous m'avez dit entre 2 semaines et 1 mois. Du coup, avec cette préparation en amont, d'upload de documents sur une plateforme auquel le notaire a accès directement, on peut réduire de combien de temps le délai de signature de promesse de vente ?
Alors il y a deux choses. La première, c'est déjà chez nous, dès lors que vous avez uploadé la totalité des pièces qui vous sont demandées par Promeseo, le notaire s'engage à signer la promesse de vente dans les 72 heures ouvrées. D'accord. Donc c'est un gros changement. Notaire qui, en plus, qui est votre client pour le coup. Qui est notre client. Donc il achète la plateforme et il prend l'engagement en même temps. Oui, mais pour lui c'est un engagement fort. C'est surtout, même en termes d'image, il est content de pouvoir fournir ce service à ses clients. D'accord. Et donc, de fait, ça va lui drainer d'autres clients. Donc il affiche sa réactivité et son efficacité en venant chez Promeseo. Et alors le deuxième élément, vous disiez qu'il y avait deux éléments. Donc là, c'est lui, c'est 72 heures, c'est ça? Lui, c'est 72 heures et en fait, on lui permet d'utiliser cet outil et lui, en plus, s'engage. Donc c'était les deux éléments. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vendeur, il a uploadé tous ces éléments avant même d'avoir commencé à mettre son appartement en vente pour que le notaire puisse avoir 72 heures pour réagir. C'est ça, c'est la contrainte, j'imagine, côté vendeur? C'est une des possibilités, oui, bien sûr. Le vendeur peut tout à fait donner toutes les informations, sauf les informations de l'acheteur. Mais les informations de l'acheteur, il y a juste besoin de sa carte d'identité, de son nom et de son prénom. Alors, on imagine assez bien que la promesse vis-à-vis de l'acquéreur, de lui faire gagner du temps, enfin du vendeur, pardon, mais de l'acquéreur aussi, de lui faire gagner du temps, qu'il y ait une réceptivité qui soit là. J'avais envie de vous poser la question côté notaire. Alors, vous nous disiez au tout début que le besoin avait été formulé par la profession au départ. Aujourd'hui, le fait d'avoir une plateforme en ligne, avec les questions que ça peut poser parfois sur de la sécurité, sur de l'accessibilité ou autre, c'est quelque chose qui est vu comme une vraie avancée pour les notaires aujourd'hui? Absolument. Ouais. Faut savoir que la loi Macron a changé beaucoup de choses parce qu'aujourd'hui, il y a plus de 17 000 notaires. Ça a quasi doublé en l'espace de 6 ans. Et donc, le notaire a besoin de faire son image et d'aller chercher plus de clients. Effectivement. Et donc le temps qu'il ne passe pas à chercher les pièces, il le passe à aller chercher des clients, par exemple. Exactement. Et donc aussi, on est un outil au service du collaborateur. D'une part, pour le notaire, c'est un gain de productivité, mais pour le collaborateur, c'est un gain il passe pas forcément, enfin, il passe son temps à travailler sur autre chose, c'est ça, et en plus il passe moins de temps à aller récolter les pièces. Et surtout, c'est beaucoup plus agréable pour oui, le collaborateur d'aller chercher. Il n'a plus besoin d'aller demander les pièces au notaire. Merci beaucoup Arthur Cassano d'être venu nous présenter Promeseo. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Promeseo. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine et cette problématique qui s'affiche, les fonds en euros sont-ils morts? Une question qu'on se pose parce que lorsque vous échangez avec des professionnels de la finance, le fonds euro à capital garanti qui offre du rendement est vu comme un souvenir d'un autre temps, alors que lorsque vous échangez avec des épargnants, nombreux sont ceux à considérer encore cette option comme un réflexe parmi en tout cas un certain nombre d'épargnants et d'investisseurs. Le fonds euro est-il donc réellement mort? Nous en parlons avec Jérôme Jabot, associé chez CGFI Capital. Bonjour Jérôme Jabot. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Et Éric Bertrand, directeur des gestions chez OFI-AM. Bonjour Éric Bertrand. Bonjour. Bienvenue donc sur ce plateau également. On va rentrer dans le vif du sujet directement avec vous. Éric Bertrand, le fonds euro est-il mort en 2021 ou a-t-il encore quelques années, jours ou années devant lui? Je ne dirais pas qu'il est mort, il est malade. En fait, simplement, il est venu au niveau de la rentabilité de ce qu'est un placement sans risque. D'accord. Et maintenant qu'on n'a plus de taux d'intérêt qui sont en territoire nul ou négatif, eh bien, le taux en euros, malgré sa diversification, quand on sait comment il est construit, n'offre plus beaucoup de rendement. Il n'est pas mort, mais il est malade. Il est juste au niveau des rendements obligataires qu'on a sur les marchés. Et ça peut durer un certain temps. Donc en fait, on va rappeler l'historique qui explique pourquoi on se pose la question aujourd'hui, c'est que là vous dites qu'il est arrivé à un niveau de rendement qui correspond à un placement sans risque, parce que si on regarde il y a 10 ans, voire même il y a 15 ans, ou voire même il y a 20 ans, on était sur un capital garanti, mais des rendements qui pouvaient aller jusqu'à 5%. Donc on avait le meilleur des deux mondes, on n'avait aucun risque sur le capital qu'on mettait au départ, et en plus on avait des rendements qui pouvaient concurrencer finalement des investissements en actions ou autres. Aujourd'hui, c'est plus le cas du tout.
Aujourd'hui, on a toujours la garantie en capital. Donc Oui, ça quand on bouge sait pas. qu'aujourd'hui, sur les marchés financiers, le sans risque est à taux négatif, on a quand même un taux positif, il ne faut pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les taux d'intérêt étaient à des niveaux nettement plus élevés. Il n'y avait pas la réglementation qui s'imposait aux assureurs de solvabilité. Et donc, on avait un placement sans risque qui rapporte du 5. Et ça, je dirais que ce n'était pas très, très bon pour la pédagogie de l'investisseur. C'est faire beaucoup de performances sans prendre de risques. On s'est habitué, c'était un très bon produit, une très bonne configuration, mais malheureusement, sur les marchés financiers, on sait très bien que si on ne prend pas de risque, on ne fait pas de rendement. Il y avait donc un écart entre la réalité de l'investissement, du contrat en euros, et la réalité du rendement pour l'épargnant. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de risques, mais on n'a pas beaucoup de rendement. Pour le coup, c'est plus logique. Et si par contre, on veut aller chercher un peu plus de risques, à ce moment-là, il faut quitter le contrat en euros pour aller chercher des actifs financiers avec risque, mais avec plus d'espoir de rendement. D'où l'importance de l'horizon de placement pour l'investisseur. Alors, sur le fonds en euros, Jérôme Jabot, maintenant qu'on a posé un peu ce contexte de capital garanti avec du rendement il y a une quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années, aujourd'hui un capital garanti mais plus de rendement, comment est-ce qu'on explique cette érosion du rendement sur le fonds en euros ? L'érosion, elle s'explique par la diminution des taux, en fait. Le fait que le fonds euro, historiquement, il était composé jusqu'à 80% d'obligations, en fait. Et comme l'assureur est obligé d'assurer le capital, il était obligé d'aller placer ses obligations sur des obligations très très sécurisées, notamment beaucoup d'obligations d'État. Et avec des taux négatifs, ça lui coûte de l'argent. Donc on a forcément un taux qui descend. D'accord. Alors, on peut rappeler quand même qu'effectivement, ce qu'on appelle fonds en euros, on fait le lien avec les obligations d'État. En fait, le fonds en euros, c'est d'ailleurs vrai, mais c'est 80% d'obligations. On peut y trouver un petit peu d'actions, un petit peu d'immobilier, mais très peu. Jusqu'à 9% à peu près d'actions environ, sur un fonds euro classique. Sur un fonds euro classique, un petit peu d'immobilier également, oui, ou ça c'est sur du classique également. Et ensuite, ces obligations, du coup, comme il faut garantir le capital, on va les placer sur des obligations d'État. Qui garantissent le capital, mais où là, pour le coup, l'État emprunte à taux négatif. Oui. Exactement, donc ça coûte de l'argent. Donc ça coûte de l'argent, finalement, au gestionnaire du fonds en euros. C'est ça, à l'assureur. À l'assureur, qui lui, du coup, doit compenser avec des taux négatifs, en fait, du côté obligation, et après, la petite poche où il peut encore trouver un petit peu de rendement sur la partie action. L'érosion, la chute libre depuis les années 80 du fonds euro. Voilà. Et alors, pour tempérer les propos d'Éric, qui disait effectivement que le capital était 100% garanti. Aujourd'hui, on voit sur le marché des fonds qui, pour dynamiser ce rendement, viennent diminuer la partie de garantie, la partie de protection en capital. C'est-à-dire que quand on vous dit c'est protégé à 100%, c'est-à-dire que le fonds euro, le capital est garanti à 100% à tout moment et j'ai une rentabilité. Et là, aujourd'hui, il y a des fonds euros qui, pour aller chercher de la performance, vont modifier leur poche d'allocation et vont notamment dire on ne vous garantit plus que 98% du capital. D'accord. 100% du capital. Donc ça commence à être ça reste du capital garanti ou presque, et ça c'est toujours en lien avec les taux d'intérêt négatifs auxquels empruntent les États. Voilà, exactement. En fait, ils se sont rendus compte que ça coûtait, le fait de baisser la protection en capital de 2%, ça fait gagner 6% de frais à l'assureur sur le fonds euro, ce qui lui permet de pouvoir assurer une rentabilité un peu plus forte. Mais aujourd'hui, on voit comme on commence à avoir moins de protection en capital. Aujourd'hui, on a vraiment des clients qui se posent la question, et c'est à notre rôle aussi de les interpeller là-dessus en leur disant « Attendez, est-ce que c'est bien encore d'aller sur du fonds euro ?» En fait, le fonds euro, c'est en train de faire sa transformation pour devenir un fonds. Du coup, est-ce que c'est vraiment encore un fonds euro C'est la question qu'on peut se poser. Ça va devenir ce que ça n'aura jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire c'est une poche d'attente, une poche de précaution, une poche de dilution, mais pas une poche de placement. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on se fait du point de vue de l'épargnant, et ça c'est assez français comme approche, parce qu'il y a eu beaucoup de placements sécurisés, donc le livret A qui a commencé par perdre de la rentabilité plus vite avec les taux. Qui aujourd'hui est à moins de 1%. Donc maintenant c'est le fonds en euros, mais et ça on le dit jamais assez, pour aller faire de la rentabilité à long terme, il faut prendre des risques à long terme, il faut diversifier ses avoirs. Ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, 30 ans que je répète la même chose. Vous disiez ça il y a 30 ans également, alors que le fonds en euros était à 5%. La diversification est fondamentale, et aujourd'hui c'est vrai qu'il y avait ce fonds en euros qui apportait une rentabilité sans prendre de risques visibles, alors qu'ils étaient pris par l'assureur. Aujourd'hui, l'assureur, entre la réglementation et le niveau des taux, ça lui coûte trop cher, donc il ne peut plus trop servir de rentabilité. Donc c'est toujours intéressant, pour ne plus prendre de risques à un moment donné,
Mais aujourd'hui, pour aller chercher de la rentabilité, il faut aller prendre des investissements long terme. Si on a un horizon long, un placement à 5, 10, 20 ans, 30 ans de la retraite, à ce moment-là, il faut prendre des actions plutôt internationales, se diversifier dans le monde, pas rester qu'en France ou en zone euro, je le répète encore. Et effectivement, plus on va aller se rapprocher du besoin ou de la nécessité d'avoir accès à son capital, plus à ce moment-là, pour éviter des variations trop élevées, on va se désensibiliser et revenir au contrat en euros. Et donc, si je comprends bien, parce que là, on parle de la substitution au contrat en euros, ou en tout cas d'autres types d'investissements. Si je vous dis comment remplacer un fonds en euros ou l'investissement dans un fonds en euros, vous me dites que ça n'existe pas aujourd'hui. Le fonds, comment retrouver un capital garanti avec du rendement? Aujourd'hui, ça n'existe pas. Vous n'aurez pas un placement à 5% avec la capacité de sortir à tout moment, une fois la période de fiscalité passée, sans risque en capital. D'accord. Il faudra quoi? Il faudra céder sur un des trois, voire sur deux sur les trois? Il faut céder soit sur la disponibilité, d'accord, soit sur le niveau de garantie, soit sur la rentabilité. Il y aura toujours un des trois et donc il faut vraiment se réfléchir son investissement en se disant j'ai combien de temps devant moi, donc je peux subir les aléas des marchés et auquel cas je vais mettre une grosse part d'actifs risqués, des actions notamment, se diversifier également dans l'immobilier. Maintenant, c'est accessible dans les placements en assurance vie. Et au fur et à mesure que l'horizon d'exigibilité ou de besoin des fonds, parce qu'on part à la retraite, parce qu'on a les études des enfants, se rapproche, on va diminuer son risque aux aléas de marché en sortant graduellement de ses positions risquées en UC Actions pour aller prendre du contrat en euros à ce moment-là. D'accord, donc il faut quand même que le contrat en euros reste là. Ça reste une position d'attente, ça reste du capital garanti, c'est une sorte de placement monétaire boosté, puisque le monétaire est à moins 0,50 moins les frais aujourd'hui, je rappelle juste, de placement court terme sécurisé qui permet d'attendre, mais ce n'est pas un placement de rentabilité. Jérôme Jabot, la question c'est les fonds en euros sont-ils morts? Donc on a bien compris qu'il est malade, comme nous le disait Éric Bertrand. Ouais. Vous nous disiez que le capital n'est plus garanti à 100%, on passe à 98%. Alors, sur certains fonds. Sur certains fonds, pas sur tous, bien sûr. C'est les nouveaux fonds, il y a un peu tout. On sent vraiment que c'est un casse-tête pour l'assureur. Oui, parce qu'on voit d'autres assureurs dire très bien, vous pouvez investir en fonds en euros, mais pas plus de 100 000 euros par exemple. On met des limites maintenant à l'investissement en fonds en euros. Il limite sur le montant, il limite aussi maintenant sur l'allocation au sein du contrat d'assurance vie. D'accord. Ils disent qu'il faut au moins mettre 20-30% en UC. Et il y en avait aussi qui disent vous pouvez mettre, mais alors c'est des fonds euros un peu dynamisés, avec un peu d'immobilier, etc. Et donc avec une période de blocage. Donc on sort un peu de la typologie du fonds euro qui était disponibilité à tout moment. Mais c'est vrai, comme le disait Eric, le fonds euro, c'est un peu un ovni dans le monde de l'investissement financier mondial. Ça existe nulle part ailleurs. Quelque chose, on vous dit, il n'y a pas de risque, c'est disponible à tout moment. Votre capital n'est jamais risqué. Et en plus, vous allez gagner de l'argent. Mais bon, c'est sûr qu'avec une promesse pareille, on a envie de s'habituer. Voilà, oui, mais non, il faut pas. Le retour à la réalité. Le retour à la réalité. Mais alors justement, ce retour à la réalité, parce que là, vous nous dites effectivement que certains assureurs disent qu'il faut mettre 30% minimum en unité de compte, 30% en unité de compte. D'autres assureurs qui vont dire que le capital est garanti, mais pas complètement. D'autres assureurs qui vont dire qu'on ne peut pas investir plus de 100 000 euros c'est un montant comme un autre, mais en fonds euros. Du coup, cette habitude, est-ce que les investisseurs et les épargnants acceptent de la perdre? Alors, je dirais que c'est plutôt à nous de les éduquer à sortir un peu du fonds euro. Voilà, je ne sais pas si le fonds euro est mort, mais est-ce que nous, on participe à la mort du fonds euro? Certainement. D'accord. Aujourd'hui, nous, on a toujours eu deux typologies d'investisseurs éligibles au fonds euro, indépendamment de la personne âgée qui, ne peut rien faire d'autre. Et l'enveloppe fiscale de l'assurance vie reste plus favorable qu'un livret A. D'accord. Donc elle se met en fonds. Parce que plus on est âgé, plus on se rapproche de la retraite, plus on veut que son capital soit garanti, exactement. Moins on est prêt à prendre de risques. C'est pour ça qu'on ne peut faire que du fonds euro, comme nous le disait Éric Bertrand. Tous les assureurs qui nous obligent à ne faire que du fonds euro. D'accord. Il y a trop de risques, c'est que du fonds euro. Et aujourd'hui, on avait les investisseurs qui étaient averses au risque et les investisseurs qui étaient averses au marché action. D'accord. Et donc c'est ceux-là qui se dirigeaient vers le fonds euro. Et donc pour nous, l'alternative, pour ceux qui étaient averses au risque, dans le marché action, il y a ce qu'on appelle les produits structurés. Et donc, on crée des produits structurés, ce sont un peu des produits formules, en fait, où on va avoir une protection du capital, on va avoir une durée, on va avoir une rentabilité. Et voilà, donc ça, c'était la première partie. Et pour ceux qui étaient averses au marché action, il y a le private equity. Voilà. Et nous, on a pu voir avec la crise Covid qui est arrivée aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disaient le marché action, on ne veut plus du tout y aller.
Mais alors, le private equity, effectivement, on en parle beaucoup sur ce plateau. Il y a quand même une question, c'est qu'on revient sur ce sujet de l'éducation financière des Français. Parce que quand vous dites à quelqu'un, vous aviez votre fonds euro, vous n'avez pas de questions à vous poser, de toute façon, vous mettez vos 1000 euros, et puis au minimum, ce sera toujours 1000 euros, voire ce sera peut-être plus avec les rendements. Et là, vous lui dites, vous allez investir directement dans des entreprises, private equity, capital investissement. On a l'impression que c'est l'apanage des professionnels de la finance, et d'un coup d'un seul, on vous dit, il faut que vous alliez là si vous voulez du rendement et potentiellement une garantie en capital, mais vous ne touchez pas votre argent pendant un bout de temps. Il n'y a pas de garantie en capital. Il n'y a pas de garantie en capital en plus, bien sûr. Plutôt risqué. Donc c'est plutôt, on a plutôt un client qui vient nous voir en disant voilà, moi je veux quelque chose de, alors pas forcément sécurisé, je suis pas averse au risque, mais je veux pas être sur le marché action. Et avant, l'alternative pour quelqu'un qui voulait pas être sur le marché action, c'était le fonds euro. Oui, alors que maintenant, effectivement, il faut aller le chercher ailleurs. Et je crois que les investisseurs ont compris aujourd'hui qu'il n'y a que le risque qui paye. Éric Bertrand, je trouve ça très intéressant, ces investisseurs qui disent « je ne veux pas être sur le marché action ». Il y avait le fonds euro, entre guillemets, pour monsieur tout le monde, et les actions pour l'investisseur qui veut prendre des risques, voire celui qui veut jouer avec son argent, faire des coups ou autre. Aujourd'hui, en fait, il faut sortir de ça. Qu'est-ce qu'on dit à cet investisseur qui ne veut pas être sur le marché action ? C'est qu'aujourd'hui, la rentabilité va venir du marché action. Alors après, on peut, et je pense que c'est très important, soit en direct quand on a la connaissance, soit en étant intermédiaire avec un conseiller, mais il y a de l'immobilier, il y a du private equity, donc des actions non cotées, mais bien sûr, reste des actions, oui, complètement. Le gros avantage, c'est que c'est aussi risqué, si ce n'est plus quelquefois, que les actions cotées. Par contre, ça bouge moins, globalement, quand on regarde son relevé toutes les semaines. Mais c'est vrai que la rentabilité, l'économie est là. Alors, il y a d'autres supports. On peut regarder tout ce qui va être dans le monde émergent, notamment sur des obligations. On peut aller regarder tout ce qui est le haut rendement, donc des entreprises un peu moins solides que d'autres, mais enfin un peu moins plus sensibles que d'autres aux aléas de marché, mais qui apportent un rendement supplémentaire. Donc tout ça, c'est en dehors du marché action. Mais en même temps, il faut bien comprendre que la rentabilité dans les placements, il faudra aller chercher des marchés actions à un moment ou à un autre, ou faire une croix sur ses espérances de rendement. Ce qui est très important, et ça, c'est pas tellement dans la culture financière française, peut-être en partie à cause du contrat en euros, qui avait le gros avantage de concentrer l'épargne chez 5 assureurs, ce qui fait que quand il y avait un souci à l'époque du financement sur l'OAT, il y avait des petites réunions à Bercy, il y a longtemps, c'est un monde qui n'existe plus. Aujourd'hui, il faut sortir de ce camp de base, faut aller, plus on prend de risques, plus on a de rentabilité. Là où il y a du risque, c'est sur le marché action coté. Il y a tout un tas d'autres placements alternatifs qui permettent de vraiment diversifier son portefeuille en support ou en géographique. Vraiment, la géographie, c'est très important. Mais culturellement, il va falloir sortir de ce camp de base si on veut de la rentabilité. Il faudra passer le pas. Merci beaucoup à tous les deux. Je crois que le message est clair. Effectivement, le fonds en euros tel qu'il existait il y a 15 ou 20 ans n'existe plus. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'investir dans le fonds en euros. Ça peut avoir du sens, notamment quand on se rapproche de la retraite et qu'on veut pouvoir sortir un capital et avoir quand même une garantie sur ce capital. Merci Éric Bertrand, directeur des gestions chez OFIAM. Merci également Jérôme Jabot, associé chez CGFI Capital. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine et on abordera un sujet qui est connexe à celui qu'on vient de traiter puisqu'on parlera de l'éducation financière des Français. Je vous dis à demain.